Le problème du Congo, c'est le Rwanda. Ce qui a rien vu. À mon avis, c'est le contraire. Parce que le problème du Congo ne s'appelle pas Joseph Kabila. Malheureusement, la communauté internationale a souvent demandé que des mutins intègrent l'armée congolaise. Ce fut une erreur. La situation à l'est du Congo est une situation qui énerve. Il y a des émotions, il y a vous comportez comme des gamins. Il ne va pas demander par rapport à ce que le monsieur n'a pas dit la vérité. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Toutes les fractions, en fait, opposition en majorité, sont tous favorables en fait à prendre des sanctions contre le Rwanda. Moi, je crois qu'il est un peu trop tard. La Belgique n'a jamais donné sa position jusqu'au bout. Il n'a jamais été politicien. Il est devenu président en disant que non, comme son père est mort, il prend la place de son père. C'est à pour dire à tout le monde que voilà, ici nous parlons notre langue, pour que demain cette partie soit faite. Non, les Congolais attendent, si vous ne faites rien, ils prendront des responsabilités. Surtout, ne les traitez pas des génocidaires. Il y a toute une affaire autour de Roger Lumbala, qui est un opposant et qui se trouve pour le moment au Burundi, qui a été arrêté par la police burundaise, a été interrogé et qui s'est enfui par après dans l'ambassade sud-africaine. Donc c'est un opposant assez important, donc c'était un des plus importants piliers de la campagne de Tshisekedi. Et donc maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai dans toute cette affaire, parce que pour le moment ce monsieur il est toujours dans l'ambassade sud-africaine, donc qu'est-ce qui traîne là-bas, on va le voir dans le futur. Mais donc la raison pour laquelle il a été arrêté, c'est parce qu'il faisait des navettes de tous les côtés, autour de Ouganda, Rwanda, Burundi, Brazzaville. Et donc, on l'a arrêté et il aurait avoué qu'effectivement, il veut travailler pour le M23. Il est en train de recruter pour le M23 chez les Maïmaï et même au Kassai. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est fait, donc on ne va pas discuter là-dessus, mais il y a quelqu'un d'autre de l'opposition, Justin Bitakwira, qui est un homme aussi flamboyant que Roger Lumbala, qui a trouvé nécessaire de prendre sa distance de Lumbala. Donc il a publié un article hier dans un journal où il dit ce n'est pas parce qu'on accuse Lumbala, moi je ne sais pas qu'est-ce qui est sur cette affaire, mais ce n'est pas parce qu'on accuse Lumbala de collaborer avec le M23 qu'on peut dire qu'il y aurait une certaine volonté dans l'opposition de collaborer avec le M23. Les concepts Banyamulenge, Tutsi du Congo, ça c'est aussi intéressant à savoir, ne seraient pas nés pour favoriser l'acquisition illicite de la nationalité congolaise, ainsi que le transfert systématique et massif de Tutsi vers la province du Kivu et dans le reste du Congo. Ça c'est la question. Quitte au puissant lobby Tutsi de promouvoir ces nouveaux concepts. Au cas où les Congolais réagiraient violemment en disant « non, on ne veut pas de ça », on pourrait alors brandir le spectre du génocide afin d'accentuer la victimisation à outrance qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Alors, nous avons peur de quelque chose. Les intentions à redouter. Un, on a peur qu'il puisse y avoir dans les idées de certains la création d'un Tutsi-land dans la région du Kivu. Ensuite, procéder à la conquête de toute la nation congolaise. Deux, faute de mieux, procéder à la sécession et à la proclamation de l'État indépendant Tutsi dans l'est de la RD Congo, ou alors entretenir même, un état de guerre permanent dans la région, afin de mieux gérer administrativement la région grâce à l'exploitation de minerais et ainsi de suite. Trois, ce qu'on redoute encore, c'est imposer une domination et une suprématie Tutsi dans toutes les autres ethnies de la région des Grands Lacs. Comment on compte faire cela? Un, il y a d'abord l'infiltration dans l'appareil de l'État par l'occupation de postes stratégiques, tant administratifs, politiques que militaires, et ainsi avoir accès au pouvoir décisionnel. Deux, asseoir les concepts Banyamulenge ou Tutsi du Congo, et ainsi justifier les revendications de ceux-ci par après. Surtout quand on entend, on nous dit, aujourd'hui le M23 nous dit,
nous voulons aussi les retours des réfugiés Tutsis congolais qui sont depuis longtemps au Rwanda, de revenir au Congo. Alors là, ça pose vraiment un problème. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont partis. Et puis, 3, c'est l'installation de la terreur à l'est de la RDC pour déplacer, dépeupler la région, pousser les autochtones à l'exil, ou les éliminer tout simplement, et puis récupérer les espaces. 4, c'est peupler l'est du Congo par une progéniture Tutsi, et c'est par tous les moyens, y compris les viols, et établir à moyen terme donc une croissance visible et indéniable. Après, on pourra passer aux élections. Ma question n'est pas aussi vaste qu'elle peut paraître ou ne désigne pas une seule personne. Je suivis plus ce qui était des constats, des constatations. Bon, il y a ça, l'histoire plus ou moins, ce qui se passe actuellement à l'est du Congo. Mais j'aimerais savoir, l'institution qui est ici, l'organe qui a organisé ces débats, a des suggestions à faire ou veut demander une position d'être un état d'âme aux Congolais d'ici ou les amis du Congo qui sont ici en Belgique, d'être dans un état ou d'appliquer une méthode quelconque ou bien d'avoir une position quelconque par rapport à tout ce qui se passe à l'Est ou encore plus de réagir d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en fait, notre souci à nous organisateurs, c'est quoi? C'est apporter la lumière. Apporter la lumière parce que, comme nous avons dit au départ, la situation à l'est du Congo est une situation qui énerve, il y a les émotions, il y a tout, et parfois ça nous amène à ne pas avoir des idées claires, à savoir exactement de quoi est-ce que nous parlons. C'est pourquoi nous avons cherché à inviter des gens qui ont une certaine expérience, qui ont été sur le terrain. Vous avez entendu, les gens ont été récemment sur le terrain, qui connaissent un peu ce qui se passe, de nous parler. Et nous avons évité d'amener les politiciens, parce que vous savez, les politiciens, c'est des gens qui usent de certains événements pour faire le commerce. Dans tout le monde, ça se passe comme ça. Mais est-ce que vous êtes Monseigneur Monsengo ou quoi? Non. Bon. Vous êtes devant des adultes, nous sommes en 2012. Si nous voulons monsieur, faire de la politique, nous faisons de la politique. Non, je réponds. Sinon, vraiment. On aurait pu... Vous nous invitez pour un débat politique et nous ne pouvons pas faire de la politique. Eux, ils ont fait de la politique. Moi, j'ai des remarques politiques. Je me crois à la CNS avec Monseigneur Monsengo qui donne des leçons à l'autre. Vraiment. Nous répondons à la question. Je vois, monsieur, s'il a posé une question, je voulais répondre à ça. Quel est nous, en tant qu'organisateur? Ça, c'est nous. Mais vous provoquez tout le temps des matatas maintenant aussi avec les gens qui ont été évacués. C'est à cause de votre paternalisme, mon Dieu. Maintenant, nous laissons aux gens de poser des questions. Je crois que si le monsieur est convaincu de ce que nous avons dit, poser la question maintenant aux intervenants et ce que nous avons dit par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc pour l'organisation, c'était ça. C'était amener un éclaircissement sur cette situation-là. Voilà les buts pour lesquels nous avons organisé. Que chacun puisse apprendre au moins et essayer d'apprendre quelque chose. On parle de renforcer le rôle de la communauté internationale. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit continuer à miser sur les relations bilatérales, c'est-à-dire les relations, par exemple, de la Belgique, M. Reinders aujourd'hui, avec ses homologues au Congo, puis après passer à Kigali, parler avec les homologues rwandais, et donc faire de la diplomatie bilatérale, ou doit-on, c'est en tout cas pour le moment l'opinion par exemple de Mme Sabine de Béthune qui a interpellé là-dessus Didier Reinders en commission au Sénat, ou doit-on plutôt investir dans de la pression multilatérale et donc... À un moment, il faut aussi avoir le courage, ou plutôt l'ambition, de penser à des solutions. Exactement. Et donc, personnellement, le modérateur a parlé d'inviter, de notre tâche en fait, en tant qu'apporter la lumière. Bon, moi personnellement, je ne suis pas venue pour apporter la lumière à qui que ce soit. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans le public qui sont très bien informées de ce qui se passe en fait au Congo. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est d'échanger afin d'essayer de trouver, pas des solutions, mais des pistes de solutions. Dans l'introduction, j'ai parlé en fait de responsabilités. Donc il y a une responsabilité des Congolais eux-mêmes. Je crois que c'est d'abord aux Congolais d'essayer quand même de trouver des solutions à ce qui se passe au Congo. Mais bien sûr, il y a aussi des solutions qui doivent être trouvées au niveau de la région des Grands Lacs
et aussi dans la communauté internationale, donc les Nations Unies, l'Union Européenne, etc. etc. Bon, par rapport à la question de monsieur sur l'aspect bilatéral, etc., il faut aussi être réaliste. Hein. La Belgique, c'est un tout petit pays. C'est vrai que la Belgique est quand même un peu reconnue pour son expertise. Hein. C'est ça qu'on dit au niveau européen et international, donc l'expertise sur l'Afrique centrale. Mais bon, aujourd'hui, le monde a changé, hein. La géopolitique aussi a changé. Donc je ne crois pas que la Belgique a un très grand rôle à jouer, mais pourrait quand même essayer de mobiliser ou sensibiliser d'autres partenaires européens au niveau des Nations Unies afin de changer quand même une politique internationale vis-à-vis en fait de la région des Grands Lacs. Donc je vois qu'il est absolument important de travailler avec d'autres pays européens, dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. et aussi les États-Unis, il y a aussi le rôle de la Chine. Mais cela n'empêche pas que la Belgique puisse aussi prendre en fait des initiatives. Bon, j'ai parlé en fait des sanctions. Pour nous, en fait, il est quand même assez important que la Belgique puisse aussi montrer en fait, non seulement aux pays de la région des Grands Lacs, mais aussi à la communauté internationale, qu'elle peut aussi prendre des sanctions. Même s'il s'agit juste des actions très symboliques, hein, parce que bon, j'ai donné l'exemple en fait de l'aide humanitaire, de l'aide coopération de développement, de l'aide militaire, désolé, mais bon, il y a aussi la coopération de développement. C'est vrai que nous ne sommes pas vraiment pro d'une suspension en fait de cette aide humanitaire, mais bon, ça devrait être en fait un débat. Cette semaine, j'ai participé en fait à la commission où M. Reinders a fait un débriefing de son voyage au Congo et au Rwanda. Et ce qui m'a quand même, en fait, je dirais pas choqué, mais ce qui m'a quand même semblé assez étonnant, c'est de voir, en fait, ou d'entendre plutôt que toutes les fractions, en fait, opposition en majorité, sont tous favorables, en fait, à prendre des sanctions contre le Rwanda. Et je crois qu'à un certain moment, M. Reinders devrait aussi le faire, au niveau bilatéral, mais bien sûr aussi au niveau de l'Union européenne et des Nations Unies. Bon, dans la comité sanctions, apparemment la Belgique n'est pas membre là, donc elle ne pourra pas grand faire chose, mais au moins elle pourrait quand même essayer de convaincre les Français, les Britanniques à prendre des initiatives en fait, à ce niveau. Donc je crois que ça peut être complémentaire, donc bilatéral. D'une hypocrisie extrême. Donc la Grande-Bretagne, par exemple, avait retiré son aide au développement. Maintenant, ils ont recommencé juste au moment qu'il y avait le sommet là, à Kampala. Donc c'était en fait un signal pour dire oui, Kagame est de nouveau crédible pour nous. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et d'indifférence. Donc ça, c'est un problème. Et il y a une autre chose, et ça fait partie de cette hypocrisie. Le problème, ce n'est pas le peuple rwandais. Le problème, c'est l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise qui fait tout ça. Et cette armée rwandaise est traitée dans la communauté internationale comme un partenaire complètement, et le gouvernement rwandais est traité comme un partenaire complètement légal, respectable, etc. Donc le Rwanda est candidat pour un siège au Conseil de sécurité, mais l'armée rwandaise forme le noyau dur de la plus grande mission des Nations Unies, la plus grande mission de paix des Nations Unies au Darfour, l'UNAMID. Donc il y a j'ai deux chiffres, 2000 ou 4000 soldats rwandais qui font partie de cela, plus cette mission est commandée par un général rwandais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, donc c'est une mission qui coûte plus que la MONUSCO. Donc c'est 1,6 milliard de dollars par an que cette mission UNAMID au Darfour coûte. Ça veut dire que le ministère de Défense rwandais reçoit de l'argent, donc parce que c'est une forme de subside. Donc ils reçoivent beaucoup des entrées via ce mécanisme-là. Et personne n'en parle. On parle, est-ce qu'on va prendre des mesures, comment on va prendre des mesures, mais est-ce que donc je trouve que ça c'est d'une hypocrisie.
Et dans ce sens, donc, on a, avec quelques associations, on a manifesté le samedi passé, on était 30. J'entends maintenant qu'il y a de nouveau une manifestation le 6 octobre. J'espère qu'on sera plus. Je voudrais juste savoir, quand vous accusez la communauté internationale, enfin, vous parlez de son hypocrisie et vous dites que la Belgique doit faire le nécessaire pour soutenir le Congo. Moi, je crois qu'il est un peu trop tard. La Belgique n'a jamais donné sa position jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis désolée. Quand M. Reinders est parti, quand vous parlez du débriefing, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qu'il prévoit de faire par rapport après son retour des pays de Grand Lac? On demandait clairement en fait, à M. Reinders de dénoncer ou de condamner en fait, le fait que le Rwanda soutient M23 au Congo, à l'est du Congo. Il ne l'a pas fait quand il était en fait dans la région, mais dans la commission cette semaine, selon moi c'est la première fois qu'il a en fait reconnu pour la première fois que le Rwanda soutient le M23, ce qui est quand même assez nouveau en fait. Bon, c'est vrai qu'il a ajouté directement ou indirectement qu'il y a le soutien direct ou indirect, mais au moins il reconnaît l'importance en fait de ce rapport des Nations Unies, ce qui est déjà un petit pas. Par rapport en fait aux sanctions, il a dit clairement qu'il n'est pas pour des sanctions bilatérales et qu'il préfère en fait une consultation au niveau de l'Union européenne et des Nations Unies. Et au cas où le Rwanda ne montre pas qu'il peut être en fait une partie de la solution de la région de Galak, il pourrait suivre en fait des sanctions européennes, entre autres la suspension en fait de l'aide budgétaire, etc. Mais bon, là vous voyez déjà qu'il y a déjà un petit souci, hein, parce que la question en fait que nous nous posons aussi, est-ce qu'on va demander à un pays qui agresse un autre pays depuis des années, d'un coup comme ça, de changer sa politique et de devenir une part en fait de la solution? Pour l'instant, nous ne croyons pas que c'est possible, et bon, je crois que sans pression aussi des autres pays, je ne crois pas que la Belgique va jouer vraiment un rôle, va prendre le lead en fait dans la communauté internationale pour demander des sanctions internationales en fait. Je ne sais pas, ne pensez-vous pas que ces crimes-là sont les conséquences de l'impunité qui règne dans ces pays-là, ces pays qui est devenu un laboratoire de crimes monstrueux? Parce que le M23 n'est pas le premier mouvement qui vient de commettre des crimes au Congo. Il y a eu l'AFDEL qui a commis des crimes monstrueux. Il y a eu RCD Goma. Il y a eu d'autres groupes armés aussi qui ont commis des crimes. Mais quels sont devenus les commanditaires et les auteurs de ces crimes-là? Nombreux parmi eux aujourd'hui occupent de hautes fonctions dans les sphères politiques et militaires du pays. Alors, je ne sais pas si après, aussi longtemps que la culture de l'impunité régnera dans ces pays, je ne sais pas si demain, après les M23, il n'y aura pas d'autres mouvements qui viendront aussi commettre des crimes, parce qu'ils sont convaincus qu'en commettant des crimes, on peut se hisser au niveau de la politique nationale. Merci beaucoup. Si je vous ai écouté bien ce soir, j'ai l'impression que le problème du Congo, c'est le Rwanda. C'est Kagame. À mon avis, c'est le contraire. Est-ce que le problème du Congo ne s'appelle pas Joseph Kabila, hein? Lorsqu'on regarde les derniers mois, les éléments patriotiques des FARDC ont le dessus. Je peux vous donner le village et les dates. Ordre, instructions viennent de Kinshasa, arrêtez. Ou bien les munitions n'arrivent pas. À plusieurs reprises, vous le savez aussi bien que moi, miraculeusement, sous l'impulsion d'un officier CMPD rwandais, on quitte un lieu, les soldats congolais fuient, et par hasard, dans ce lieu, se trouvent beaucoup de munitions, à certains endroits, même des blindés. Je pourrais multiplier des exemples. Est-ce que dès le début, est-ce qu'il n'y a pas eu une connivence profonde entre Kagame et Kabila? Est-ce que Kabila n'est pas là, justement, pour servir les intérêts du Rwanda? Et M. Berlot, je risque de vexer vos opinions politiques personnelles. Il y a quelques mois, dans le soir, vous avez donné une interview où vous dites que Kabila a acquis beaucoup de crédibilité après les élections. Ce soir, j'entends de votre bouche que... Oui, j'ai ça dans mon ordinateur et j'ai le papier. Et ce soir, vous dites que la nomination de M. Matata Mponyo a été accueillie favorablement
par le peuple congolais. Wapi. Monsieur Pogno est là parce qu'il est proche de la famille de la dame qui est présentée comme la soi-disant mère de Joseph Kabila. Est-ce que le problème fondamental du Congo n'est pas l'absence d'une armée républicaine? Depuis 12 ans, M. Joseph Kabila est au pouvoir. Il n'y a toujours pas une amorce d'armée républicaine, pour des raisons évidentes. Avoir une armée républicaine, c'est mettre fin à l'arbitraire, à la dictature. Quelques heures après la publication des résultats frauduleux des élections, le peuple sort dans les rues à Kinshasa et en déant les 2 heures, il y a 32 morts. Est-ce que le problème ne réside pas là? Est-ce qu'il faut continuer à se focaliser sur le Rwanda, sur Kagame, qui est un criminel, je le sais bien, j'ai travaillé aussi au Rwanda. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'armée républicaine, Kagame pourra se permettre de faire n'importe quoi. Dès qu'il y aura démocratie, et au ipso, armée républicaine, Kagame n'osera plus bouger. Merci beaucoup, Monseigneur Monseko. Sans rancune. Je pense que le premier problème du Congo, c'est le fait que son État n'existe plus, et qu'il a été démantelé et qu'il est extrêmement difficile d'organiser sa renaissance. Hein. Le Rwanda, de façon extrêmement intelligente, a pu capitaliser ça, mais il n'est pas le premier problème. Même Kabila n'est pas le premier problème. Il est en train d'incarner un État qui ne sort pas de ses difficultés. Il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire. Il tue et torture. Pardon? Il tue et torture. Bon, oui, c'est ça. Je veux dire, si les Congolais veulent prendre en main leur propre, la renaissance de leur État, on doit travailler sur plusieurs pistes, la démocratie, les élections, la transparence, la gouvernance. L'armée congolaise, je suis d'accord avec vous. L'épine dorsale d'une sécurité à l'est du Congo est une armée disciplinée et performante qui n'existe pas. Hein, pour beaucoup de raisons, y compris, comme Nadia a dit, la mauvaise volonté. Mes opinions personnelles, c'est intéressant que vous mentionnez ça, même si heureusement ce n'est pas l'objet de la soirée. Et on m'accuse souvent d'être kabyliste, d'être anti-kabyliste, d'être pseudo-kabyliste, enfin je ne sais pas. Bon. Ce que j'ai dit à Colette, c'est que Kabila sort de façon extrêmement affaiblie des élections. Le Congo est dans un état extrêmement précaire et le move, la démarche de nommer Matata a créé une certaine confiance. Et là, je continue à rester convaincu. Puis on doit aller voir ensemble peut-être un jour. Mais je sais d'où vient Matata, bien sûr. Tout le monde le sait. La question sur Kagame et Kabila et le lien entre eux, ça c'est important. On a vu que à fur et à mesure, dans les années juste avant les élections, en fait, le Rwanda et Kagame est devenu l'allié le plus rassurant de Kabila, jusqu'au point que le CNDP, en décembre 2010, a rejoint l'alliance présidentielle. Donc, ça lui a permis de rester en place. Ça l'affaiblit aussi, parce que les gens à l'Est qui forment sa base électorale au moins en 2006, ils ne sont pas cons, bien sûr, les gens savent ça. Et donc, ça va jouer contre Kabila à moyen terme, à partir de... Enfin, c'est déjà en train de le faire, on a vu ça déjà dans les électoraux, les résultats électoraux en 2011. Ce sera très difficile comment avancer dans ce pays, ça c'est sûr.
Maintenant, quand moi j'ai dit qu'il y a un nouvel épisode qui va commencer, je peux citer Didier Reynders. Didier Reynders a dit au moment qu'il est sorti chez Kabila, il a dit, malheureusement, la communauté internationale a souvent demandé que des mutins intègrent l'armée congolaise. Ce fut une erreur. On ne peut plus imaginer des formules de négociation qui conduiraient à la réintégration des mutins dans les forces armées. À force d'intégrer des indisciplinés, c'est l'indiscipline que l'on intègre. Donc, moi je trouve la première phrase, personne n'a entendu. Peut-être des gens ont lu ça, hein, mais dans tous les médias, on a entendu que Reynders est allé dire que ça doit être fini avec l'indiscipline dans l'armée congolaise. Donc, l'autocritique de la communauté internationale est complètement perdue. Donc, moi je trouve que le Congo est une situation très compliquée. Donc, il y a effectivement, je trouve que c'est très bien dit par Chris, qu'il y a là différentes problématiques qui ont une longue histoire et qui pèsent lourdement. Et alors, réduire tout sur une personne et dire le problème du Congo, c'est Kagame, le problème du Congo, c'est Kabila, le problème du Congo, c'est Mobutu, je n'y crois pas. Hein? Je ne crois pas à ce système. Zambela kimya bangusa penzoli ya bana yo baleli na Kongo pesa kimya